Donc, je disais, aujourd'hui, on va enchaîner avec la suite du cours de la dernière fois relatif à la gestion des objets du domaine Active Directory. Donc, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de la gestion des comptes ordinateurs. Si vous vous rappelez la dernière fois, ce qu'on avait dit, c'est que tout objet dans Active Directory peut être considéré comme étant des objets. Et tous les objets doivent être gérés. Donc, la dernière fois, on a beaucoup plus vu les objets qui sont les comptes utilisateurs, que ce soit en cours ou en TP, on a vu comment créer un compte utilisateur. Donc aujourd'hui, on s'intéressera un peu plus au compte ordinateur. Donc je vous ai demandé la dernière fois de préparer des machines virtuelles avec des clients. Donc que ce soit une machine XP ou bien une machine Windows 7. Je vous ai préparé deux machines, les besoins du TP. Ne démarrez pas, s'il vous plaît, les machines clients parce qu'il y a une petite configuration à faire qu'on fera avant. Par la suite, vous allez pouvoir démarrer vos machines. Donc, ce que je vous demande pour le moment, si vous voulez, entre-temps, pour gagner du temps, démarrer votre serveur, il n'y a aucun problème. Mais les machines clientes, ne les démarrez pas encore. Donc, ce qu'on disait, c'est que, comme les utilisateurs, les ordinateurs doivent respecter certains principes de sécurité. Alors, les principes de sécurité dont nous parlons, c'est le fait que chaque ordinateur doit avoir un compte. Ce compte va avoir un nom de connexion et un mot de passe, afin que Windows Server va pouvoir le modifier de manière périodique, sans l'intervention de l'utilisateur. Ça veut dire quoi? Pour les machines virtuelles, oui, vous ne préparez qu'une seule. Préparez un seul client. Moi, je fais exprès de vous préparer deux, une XP, une Windows 10, pour les gens qui ne savent pas faire les manipulations sur l'une ou sur l'autre. On ne sait jamais. Donc, je disais, sur, pour les clients, chaque client ordinateur va avoir un nom de connexion et un mot de passe avec lesquels il va joindre le domaine. Ce mot de passe sera mis automatiquement et de manière transparente à l'utilisateur. Il sera mis à jour par le serveur. Donc, ça va être une communication entre le serveur et votre machine. Il faut savoir que votre machine va s'authentifier auprès du domaine à chaque fois qu'elle va se connecter. Les ordinateurs aussi peuvent appartenir à des groupes comme on l'avait vu la dernière fois. Donc, les groupes globaux, groupes domaines locaux, groupes universels, etc. Pourquoi est-ce qu'ils vont appartenir au groupe? Parce que cette appartenance au groupe va leur permettre d'avoir accès à des ressources. Ça nous permettra aussi de les configurer grâce à une politique de groupe. Il faut savoir qu'un compte ordinateur va commencer son cycle de vie lorsqu'on va le créer. Et comment se fera cette création? Lorsqu'on va joindre un domaine. Donc, c'est pour cela qu'il va y avoir dans ce cycle de vie plusieurs tâches administratives que vous pouvez accomplir. Par exemple, configurer des propriétés de l'ordinateur, déplacer des ordinateurs entre différentes unités organisationnelles. Vous pouvez même gérer l'ordinateur lui-même, vous pouvez le renommer, le réinitialiser, essayer même de le désactiver ou l'activer. Vous pouvez aussi supprimer un objet ordinateur. Il faut savoir que l'objet ordinateur va disposer d'un conteneur. Alors, le conteneur, si vous vous rappelez, c'est ça. Attendez, je vous l'affiche. Alors, les conteneurs, c'est ça. Le conteneur ordinateur, c'est ce que vous voyez ici à l'écran, ce qui est écrit Computers. Pour le moment, vous remarquez qu'il est vide, pour la simple raison que je n'ai aucun ordinateur dans mon domaine.
Nous avons le contrôleur de domaine, dans lequel je retrouve mon contrôleur de domaine. Donc, lorsqu'on crée un domaine, automatiquement le conteneur ordinateur va être créé par défaut. Alors, ça va être tout simplement un objet de classe conteneur. Il faut savoir qu'il existe des petites différences subtiles entre un conteneur et une unité d'organisation. On en a déjà parlé. On avait dit qu'une unité d'organisation, par exemple l'unité test, l'unité Office One, comme on a créé nous-mêmes la dernière fois, on peut lui affecter certaines propriétés. Par contre, une unité d'organisation dans un conteneur, on ne peut pas la créer. On peut pas, on peut donc subdiviser les conteneurs ordinateurs en créant des unités d'organisation. Mais on ne peut pas non plus lier un objet de stratégie à un conteneur. Vous vous rappelez, on a dit, les conteneurs, on ne peut pas leur lier des stratégies. Mais on peut lier des stratégies tout simplement à des unités d'organisation. C'est pour ça qu'on crée nos unités d'organisation. Mais il faut savoir aussi qu'un ordinateur, je peux lui spécifier un emplacement. Donc ça veut dire quoi? Généralement, vous allez voir dans la pratique que la plupart des organisations vont créer des unités d'organisation pour les différents objets. Donc, généralement, ce qu'ils font, ils vont créer des unités pour les serveurs et une autre pour les ordinateurs clients. Par exemple, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de portable et autres. Il faut savoir que les deux unités d'organisation, on va les ajouter à l'unité d'organisation des contrôleurs de domaine, qui est créée par défaut, celle qu'on a vue ici. Il faut savoir qu'on peut créer nos objets dans n'importe quelle unité d'organisation. C'est pas parce que je vous ai dit que la plupart des entreprises créent une unité d'organisation. Ils ont serveur, une autre poste client qu'il faut en faire autant. Ça les trouve, par exemple, des entreprises, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer une unité d'organisation, par exemple, serveur, une unité d'organisation, par exemple, service commercial, une unité d'organisation, service personnel, etc. Et dans chaque unité d'organisation, ils vont créer deux autres sous-unités. Par exemple, l'unité d'organisation utilisateur ou bien employé et l'unité d'organisation PC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les postes clients vont apparaître dans des unités d'organisation PC ou poste qui se trouvent, elles, dans l'unité d'organisation organisationnelle par service. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Ça va leur simplifier tout simplement la gestion de leur parc informatique en fonction des services auxquels ils appartiennent. Généralement, là, on parlera de modèle d'administration qui permet de diviser les unités d'organisation clients en petits groupes. Maintenant, si on essaie d'entrer dans ce type de configuration, on peut trouver des milliers de configurations possibles. C'est pour ça qu'on vous dit généralement, quand on crée des unités d'organisation, il n'y a pas une politique définie ou un standard défini pour la création des unités d'organisation. Généralement, ça se crée en fonction du besoin de l'entreprise. Effectivement, tel que dit votre camarade en privé, le fait de créer des unités d'organisation de différentes manières, ceci aussi va faciliter l'octroi des droits et des autorisations. Pourquoi? Parce que généralement, un groupe de personnes qui travaillent dans le même service peut avoir accès aux mêmes ressources qui appartiennent au service. Maintenant, même au sein de ce groupe, on peut trouver aussi d'autres sous-groupes, donc d'autres unités d'organisation. Donc c'est pour ça que je vous dis, tout dépend de vous et de vos besoins. Généralement, quand on crée ces unités d'organisation et quand on crée ces ordinateurs, les ordinateurs du domaine,
Ceci vous permet de contrôler ce qu'on appelle les permissions de création de compte ordinateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, avant de joindre un ordinateur au domaine, on doit d'abord créer un objet ordinateur dont l'unité d'organisation appropriée. Cette création nécessite trois conditions. Alors, je vous préviens, la création, vous n'allez pas la faire manuellement, forcément au préalable. Alors, vous devez d'abord disposer des autorisations appropriées sur l'objet ordinateur qui vous permet de joindre un ordinateur physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous êtes simple, imaginez que j'ai un ordinateur isolé. Je suis simple invité. En étant un simple invité, je n'aurai pas les droits ni la possibilité de demander à joindre un domaine. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les droits administratifs appropriés sur cet ordinateur. Imaginez que je sois simple user. Donc, pour pouvoir le faire, déjà, je dois être administrateur de la machine physique. Pour être administrateur, ça veut dire quoi? Je dois être membre du groupe local administrateur de l'ordinateur. Vous vous rappelez, on avait dit les groupes locaux, c'est quoi? C'est des groupes qu'on va retrouver sur la machine locale. Et je vous ai montré la dernière fois sur Windows XP. Attendez, on peut le revoir, c'est pas un problème. Donc, si je vais sur ma machine, rapidement, voilà, utilisateur. Alors, pour les utilisateurs, pour les groupes, j'ai le groupe des administrateurs. Là, c'est une machine qui n'est pas dans un domaine. Rappelez-vous, ça, c'est un groupe local. Alors, si je vais vers le groupe local, j'ai un membre qui est administrateur. Si je vais vers mes utilisateurs, qu'est-ce que j'ai comme utilisateur? J'ai l'utilisateur administrateur, ASP.NET, Help Assistant qui est désactivé. J'ai le groupe invité et j'ai le groupe support. Si j'étais un compte invité, je n'aurais pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas administrateur. Si j'étais ASP.NET, je suis qu'un simple utilisateur. Je ne peux pas le faire. Donc, je dois avoir accès à ce compte qui est le compte administrateur pour pouvoir le faire. Alors, la troisième condition, c'est que vous devez ne pas avoir dépassé le nombre maximal de comptes ordinateurs que vous pouvez ajouter au domaine. Rappelez-vous, il faut savoir que les utilisateurs peuvent ajouter au maximum 10 ordinateurs à un domaine. Cette valeur, généralement, comment est-ce qu'on la connaît? C'est une valeur connue sous le nom de quota de nom d'ordinateur. Elle est contrôlée par la valeur sur MSDS, Machine Code. Alors, on peut modifier cette valeur à l'aide de l'interface de service EDSI Edit. C'est ce qu'on appelle Unfichable éditeur d'interface de service Active Directory. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en parallèle, je ne peux pas rajouter plus que 10 machines. Et généralement, c'est une valeur standard qui dépend de la version de votre Windows Server. Rappelez-vous le premier cours quand on avait vu les différentes versions et les différences entre les versions. Maintenant, on a la possibilité de créer ce qu'on appelle un processus de création de compte d'ordinateur à l'avance. Généralement, on appelle ça un pré-transfert d'un ordinateur, bien une préinstallation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de joindre un ordinateur au domaine, on lui crée son compte sur le domaine. Donc là, l'avantage c'est quoi? C'est qu'on va tout simplement placer l'objet qu'on veut créer dans l'unité d'organisation, quoi. Donc, on va pouvoir lui déléguer toutes les affectations de sécurité, les politiques de sécurité affectées par les ACL de l'unité organisationnelle. On pourra aussi lui affecter toutes les stratégies qu'on veut préalablement à sa jointure au domaine. Maintenant, aussi, il faut savoir qu'on peut déléguer des autorisations à une machine.
Alors, pour déléguer une autorisation à une machine, il faut savoir que ceux qui peuvent le faire par défaut, c'est les administrateurs de nom d'une entreprise, les administrateurs du domaine, les opérateurs de compte. Eux ont le droit de créer des objets ordinateurs dans toute nouvelle unité d'organisation. Donc, on n'est pas forcément obligé d'être administrateur pour créer un nouveau compte. Si on est opérateur de compte, on peut le faire. Cependant, il ne faut pas, par mesure de sécurité, permettre à d'autres utilisateurs de pouvoir le faire. Pourquoi? Il faut savoir que dans Active Directory, je peux déléguer des pouvoirs à n'importe quel utilisateur. Vous vous rappelez la dernière fois, on avait délégué le pouvoir d'être administrateur d'une unité d'organisation à un utilisateur simple, en lui donnant le droit de rajouter des comptes, de supprimer des comptes, et dans cette unité d'organisation. Il faut savoir que généralement, pour déléguer ce type d'autorisation, pour créer spécialement des comptes d'ordinateur, on peut utiliser un assistant délégation de contrôle et on va choisir les tâches personnalisées comme on l'avait vu la dernière fois pour notre unité d'organisation. Maintenant, il y a toujours aussi la possibilité de joindre un domaine en mode hors ligne. Ça veut dire quoi? Il faut savoir qu'en règle générale, lorsqu'on souhaite joindre un ordinateur à un domaine, l'ordinateur doit pouvoir communiquer avec un contrôleur de domaine en ligne. Ça veut dire qu'il doit pouvoir au moins se pinguer l'un l'autre. Donc, à partir de Windows 2008 R2 Server, il y a eu une nouvelle notion qui est apparue. C'est ce qu'on appelle la jointure d'un domaine hors ligne. Ceci va permettre tout simplement à un ordinateur et à un domaine, plutôt permettre à un ordinateur de se joindre à un domaine sans communiquer directement avec les contrôleurs. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? D'abord, vous devez avoir un ordinateur client qui a au moins la version Windows 7. Donc Windows 7, Windows 8, Server 10, etc. Cette fonctionnalité sera utile dans les situations où nous avons des connectivités, si vous voulez, pas très fiables. Imaginez que, par exemple, que vous êtes dans un cas où les machines, où vous avez un réseau, enfin, vous le vivez tous les jours avec Algérie Télécom, un réseau pas fiable. Donc, lorsqu'on veut déployer un serveur sur un site distant, par exemple, imaginez que mon serveur se trouve à Bobzoa et que chacun est chez vous, et chez lui, pardon, et qu'on essaye de créer un domaine. Donc, vous êtes obligé de passer par une liaison distante qui n'est pas forcément fiable. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On peut utiliser un outil en ligne de commande qui s'appelle djoin pour domaine join. Alors, djoin, attendez une seconde. Alors, voilà. Alors, la commande djoin, vous pouvez aller sur votre serveur, faire djoin, point d'exclamation pour le. Il va vous donner toutes les options de la commande djoin. Par exemple, djoin, si je fais slash domaine avec le nom de domaine, c'est le nom du domaine que je veux joindre, le nom de la machine, etc. Et généralement, c'est une commande qu'on va utiliser pour faire une jointure en ligne. Ça veut dire quoi une jointure en ligne? Ça veut dire qu'on va générer un fichier de jointure de domaine. Ce fichier sera exporté par la suite vers l'ordinateur client. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de préparer un fichier de commande dans lequel on dit à l'ordinateur qu'il doit joindre un domaine.
Pour cela, il y a trois informations importantes à spécifier dans ce fichier. D'abord, le nom de domaine que l'on souhaite joindre, le nom de l'ordinateur qu'on veut joindre à ce domaine et le nom de fichier de sauvegarde qu'on va transférer vers la cible. Le nom de fichier de sauvegarde, ça veut dire le nom du fichier de jointure qu'on est en train de créer. Ensuite, pour effectuer une jointure en ligne, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on doit provisionner ce qu'on appelle le compte ordinateur dans le domaine et créer un fichier de jointure. Donc, pour créer le fichier de jointure, on va utiliser la commande djoin avec l'option /provision que vous allez trouver. Voilà, c'est l'exemple, vous l'avez ici. Donc, c'est /provision. Ensuite, vous faites un /domaine pour donner le nom. Ensuite, vous donnez juste après le nom de votre domaine. Ensuite, /machine, vous donnez le nom de l'ordinateur. /save file et vous donnez le chemin du fichier. Alors, si le compte d'ordinateur n'est pas défini, il sera automatiquement créé dans le conteneur ordinateur. Si l'ordinateur est pré-monté, ça veut dire que vous avez déjà créé un compte ordinateur, vous devez rajouter l'option réutiliser. Donc, /réutiliser dans la commande reuse, dans la commande déjà. Maintenant, comment faire pour transférer le fichier de sauvegarde vers l'ordinateur provisionné? Donc là, on va utiliser la commande djoin. On va lui rajouter uniquement l'option /request odj. Alors, request odj /load file avec le file path, donc le chemin de fichier, /Windows path. Donc, Windows path, c'est quoi? Ça va être le chemin vers le dossier Windows de l'image offline. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer ou redémarrer l'ordinateur client pour finaliser l'opération de jointure de domaine. Alors maintenant qu'on a vu comment joindre un domaine en ligne de commande, vous allez voir aussi que lors du TPEX, c'est beaucoup plus facile à faire lorsqu'on le fait avec l'interface graphique. Donc, pour la, il faut savoir aussi qu'il arrive des fois qu'il y ait des bugs. Normalement, vous êtes habitué depuis le temps. Donc, parfois, la relation de sécurité qui a été créée entre un compte ordinateur et son domaine peut être rompue. Le fait d'être rompu, ça va faire quoi? Ça va générer plein d'erreurs et de symptômes potentiels. Les signes les plus courants, c'est quoi? C'est des messages à la connexion qui indiquent qu'un contrôleur de domaine ne peut pas être contacté, ou bien que le compte d'ordinateur est peut-être manquant. Vous pouvez avoir aussi une erreur qui vous dit que le mot de passe sur le compte ordinateur est incorrect. Et un autre message d'erreur que vous pouvez avoir, c'est de vous dire que la relation d'approbation, appelée aussi relation sécurisée, a été perdue. Alors, ces messages d'erreur vont apparaître dans votre journal d'événements, qui vont indiquer des problèmes similaires qui se répètent. Genre, erreur d'approbation, canal sécurisé, ou relation entre domaine et contrôleur à échouer, etc. Généralement, l'ID de cette erreur, c'est le NetLogon 3210, qui dit échec d'authentification qui apparaît, etc. Donc,
Ou bien tout simplement, vous allez avoir un message qui vous dit que le compte ordinateur est manquant dans ADDS. Donc, lorsque notre canal sécurisé échoue, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement le réinitialiser. Donc, qui pourra le réinitialiser? C'est uniquement les administrateurs. Alors, certains administrateurs, comment ils vont faire? Ils vont supprimer l'ordinateur du domaine, ils vont le remettre dans un groupe de travail et ils vont rejoindre le domaine à nouveau. Il faut savoir que lorsque vous supprimez un ordinateur du domaine, le compte ordinateur est désactivé. Lorsque vous rejoignez le domaine, le même compte ordinateur est réutilisé et activé. Bon, par contre, il ne faut pas renommer l'ordinateur lorsque vous le joignez au domaine, dans ce cas de figure. Pourquoi? Parce que si vous lui changez de nom, il ne va pas retrouver l'ancien compte. Maintenant, on peut réinitialiser le canal sécurisé entre les membres du domaine et le domaine en utilisant soit l'utilisateur Active Directory, le centre d'administration Active Directory, ou bien des lignes de commande. Donc, les outils que vous pouvez utiliser en ligne de commande, vous avez la commande dsmod, vous avez la commande netdom, vous avez la commande nltest. Il faut savoir que lorsqu'on réinitialise un compte, le SID de l'ordinateur va rester le même et il va conserver ses appartenances au groupe. Alors, le SID, c'est le nom interne qui est donné par le système. On l'avait vu lors du cours précédent quand on a vu la structure d'un SID. Alors, si on veut le faire via utilisateur Active Directory, donc il suffit uniquement d'aller vers votre serveur. D'aller vers utilisateur, etc., ordinateur. Ensuite, si nous avons des ordinateurs à l'intérieur, on clique avec le bouton droit sur l'ordinateur. Bon, malheureusement, je n'ai pas d'ordinateur, je vais utiliser mon contrôleur. Puis, on clique sur réinitialiser le compte. Bon, là, je ne vais pas réinitialiser, on fait oui, etc. Ensuite, on va vers l'ordinateur, on rejoint le domaine et on redémarre le poste client. Maintenant, si je veux le faire à travers le centre d'administration Active Directory, on procède de la même manière. On clique sur le bouton droit avec l'ordinateur, on fait redémarrer, on confirme le choix, on rejoint le domaine à nouveau. Si on veut le faire avec la commande dsmod, alors avec la commande dsmod, c'est dsmod tout simplement. On fait computer, suite computer -7. Ensuite, on réintègre l'ordinateur client dans le domaine et on redémarre à nouveau. Si on veut le faire via netdom, on doit taper aussi la commande netdom, reset, machine name, domaine, etc. Dans tous les cas, le détail des commandes, vous le trouverez sur le support de cours. De même que pour la commande nltest, qui est nltest slash server name slash sc reset domain slash domain controller. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui est en relation avec les ordinateurs, les comptes ordinateurs, comment les joindre au domaine ou autre? Si vous avez des questions, posez-les, sinon, d'accord. Donc pour le moment, vous n'avez pas de questions. Bon, avant de passer au TP, je préfère entamer directement la deuxième partie du cours,
Ensuite, on passera au TP. Alors, pour la deuxième partie du cours, on va parler un peu de choses que normalement vous maîtrisez. Enfin, j'espère. Alors, avant, d'accord, il y a quelqu'un qui pose la question sur DSMod, NetDom et NLTest. Alors, il faut savoir que ces trois commandes, on va les utiliser uniquement dans le cas où on a un problème avec notre machine, avec notre ordinateur qui. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, on peut avoir des codes d'erreur. Des codes d'erreur, imaginez que la machine est déjà dans le domaine, et il n'arrive plus à la trouver. Et il vous dit la relation d'approbation est perdue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour pouvoir remettre la machine dans le domaine, on va sur la machine, le serveur, on fait dsmod, selon la syntaxe de la commande. Dès qu'on fait par exemple la dsmod computer, on donne le nom de la machine, -u7. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réinitialiser les comptes de la machine au niveau du contrôleur. Ensuite, on va vers la machine cliente. On la réintroduit dans le domaine. On verra tout à l'heure comment réintroduire la machine dans le domaine. Elle va nous demander à être redémarrée. On la redémarre. Dès qu'elle a redémarré, le tour est joué. C'est bon, la machine est à nouveau dans le domaine. On peut utiliser soit DSMod, soit NetDom, soit NLTest. Je vous ai dit les syntaxes détaillées, vous les trouverez dans le support de cours. Alors, on parlait tout à l'heure de TCP/IP. Alors, c'est quoi TCP/IP? Alors, c'est quoi une réinitialisation? Alors, une réinitialisation, c'est le fait de remettre à zéro la liaison. Imaginez, vous avez une liaison entre deux machines, il y a un problème dans la liaison, on la remet à zéro. Ça veut dire qu'on recrée une nouvelle liaison, mais qui prend en considération les paramètres de l'ancienne liaison. C'est ça une réinitialisation. Ça veut dire si le PC était déjà dans un groupe de travail, s'il avait des autorisations, ils ne seront pas perdus. Oui, la config est sauvegardée au niveau du serveur. Alors, c'est mon tour de poser des questions. Pourquoi? Parce que c'est l'une des propriétés d'Active Directory. Alors, Active Directory, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, dès qu'une machine, qu'un compte ordinateur, ou bien qu'un ordinateur quitte le domaine, lui, il ne supprime pas le compte. Il va tout simplement le désactiver. Le fait qu'il désactive le compte, ça veut dire que les données sont sauvegardées toujours dans sa base de données. Là, je parle des comptes ordinateurs. C'est pour ça qu'on vous dit, lorsque vous réinitialisez un compte, vous ne devez pas changer le nom de la machine. Si vous changez le nom de la machine lors de la réinitialisation, il ne pourra pas faire le lien avec l'ancien compte. Donc la synchronisation sera perdue. Alors, nous avons quelqu'un qui nous dit que TCP/IP, c'est des protocoles utilisés pour le transfert de données sur Internet. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Pourquoi Internet uniquement? Donc, si je n'ai pas Internet, je ne peux pas utiliser TCP/IP. J'attends une réponse de votre part. D'accord, je préfère que vous généralisez. Oui, sur les réseaux. Donc, si on remodifie un peu la définition donnée par votre camarade, TCP/IP sont des protocoles utilisés pour le transfert des données via les réseaux. D'accord? Donc, c'est tout simplement un ensemble de protocoles ou un langage de communication entre les machines sur un même réseau. D'accord. Alors, on parle de suite TCP/IP. Euh, TCP/IP, c'est un protocole ou plusieurs protocoles ou bien c'est des couches? C'est quoi exactement? Alors, c'est des couches. D'accord. Il y a quelqu'un qui me dit il y a quatre couches dans le protocole TCP/IP. C'est bien. Alors, si on commence par la première couche, ok, je vais commencer par le bas. La couche interface réseau. Que pouvez-vous me dire sur cette couche? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son rôle?
D'accord, il y a des gens qui disent webinaire, couche physique, elle permet d'injecter le message sur le support et créer le trame. Tout ça, c'est des réponses correctes. Alors, moi, je préfère vous présenter les choses autrement. Je dirais que la couche d'interface réseau, c'est elle qui va définir comment un datagramme sera transmis sur un support. Si on passe vers la couche Internet, qu'est-ce qu'elle fait? Non, je ne vous ai pas dit c'est quoi comme protocole. Gère la circulation des paquets à travers le réseau en assurant le routage. D'accord? Bon, pour la couche Internet, je vous dirai autrement. Elle contrôle tout simplement le mouvement des paquets sur le réseau. Donc, c'est en d'autres termes le fait de parler de routage, etc. C'est correct. Alors, est-ce que vous pouvez me donner les protocoles que vous connaissez qui sont utilisés au niveau de cette couche, qui est la couche Internet? IP, ICMP, GMP, vous pouvez dire ARP. D'accord. Alors, si on passe pardon, vers la couche transport, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère la fiabilité du transfert de données. Effectivement. Donc, généralement, les protocoles de la couche transport, pardon, ont pour mission de contrôler la fiabilité du transfert de données de votre sur le réseau. Quels sont les deux protocoles les plus utilisés dans cette couche? Généralement, il y a deux protocoles qui sont les plus utilisés. Effectivement, c'est TCP et UDP. La dernière couche, qui est la couche application, elle vous permet de faire quoi? C'est tout simplement, comme le dit votre camarade, le software. Donc, la couche application, c'est des protocoles qui vous permettent d'accéder aux ressources réseau. Alors, vous pouvez me donner quelques protocoles? HTTP, HTTPS, non, pas le ping. FTP, SMTP, DNS, POP3, SNMP. Donc tout ça, c'est des protocoles de la couche application. Le ping n'est pas au niveau de la couche application, faites attention. Alors, on va compliquer un peu les questions. Qu'est-ce qu'une socket? C'est très simpliste de dire IP plus port. Alors, je vous écris la question. Qu'est-ce qu'une socket? Ça n'a pas de synonyme, c'est un mot en anglais qui est utilisé tel quel en français. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme ou jamais? Même pas en réseau. D'accord. Alors, une socket, c'est quoi? C'est tout simplement une combinaison entre une adresse IP et un protocole de transport et un numéro de port. Donc, une socket, c'est quoi?
plus un numéro de port. Alors, généralement, quand est-ce qu'on utilise cette notion de socket? Imaginez que vous avez un programme qui veut établir une communication avec un programme sur un autre hôte. Donc, c'est un hôte distant. Donc, deux programmes entre deux machines différentes qui veulent communiquer. Comment ils vont faire? Donc, il y aura une création d'une socket. Elle peut être soit une socket TCP, soit une socket UDP. Tout dépend du cas. Alors, quand on dit tout dépend du cas, tout dépend des besoins du programmeur. Donc, la socket va nécessiter des informations pour communiquer. D'abord, c'est quoi le protocole de transport utilisé? Est-ce que c'est TCP ou bien UDP? C'est quoi le numéro de port TCP ou UDP à utiliser? Et surtout, c'est quoi l'adresse IP4 ou IPv6 des hôtes, sources et destinations? Généralement, les ports les plus connus qu'on utilise, ça va être le port TCP 80, donc le HTTP, le port 443, donc HTTPS. On peut utiliser le 110 pour le POP3, le 20 et le 21 pour le FTP, etc. Est-ce que c'est clair maintenant, au moins pour c'est quoi la notion de socket? C'est tout simplement une liaison de communication entre deux hôtes, entre deux programmes se trouvant sur deux pistons. Pour cela, nous avons besoin de définir l'adresse IP de chacun des deux hôtes, le protocole de transport utilisé et le numéro de port. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Avant de passer à autre chose. Parce que là, si vous voulez, je vous donne des notions de base qu'on en aura besoin par la suite. Alors, quand on parle d'adresse IP, généralement, on définit les adresses IP en adresse IP publique et privée. Alors, c'est quoi une adresse IP publique? C'est quoi une adresse IP privée? Est-ce que ça a un sens pour vous? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Monsieur, une adresse IP privée, c'est comme les adresses IP, la maison, genre, elles sont pas uniques, mais genre, c'est un nom genre, ريحنا, les autres personnes ne peuvent pas les voir. Oui, mais est-ce qu'il y a des plages d'adresses déjà définies par défaut comme étant des adresses IP privées? Oui, oui. Alors, est-ce que vous les connaissez? La classe D ou la classe E, monsieur? Pas forcément, non. Alors, si je vous donne cette adresse, alors, 10.0.2.3, elle est publique ou privée? Est-ce qu'elle est dans la classe D ou E? Monsieur, les adresses privées, on peut affecter n'importe quelle adresse, dire privée, juste elle reste dans le réseau local, mettre même Non, sur non, non. Internet. Là, non. Il faut savoir que lorsque les adresses IP ont été créées, il y a eu un distinguo qui a été fait. Il y a eu des plages d'adresses qui ont été définies comme étant des adresses IP privées et des plages d'adresses qui sont définies comme des plages publiques. Partant de ce principe, il faut savoir que les grands routeurs d'Internet savent faire la distinction entre une adresse IP publique et une adresse IP privée. Lorsqu'une adresse IP privée se trouve sur le réseau public, il arrive souvent que les routeurs d'Internet, voire même les serveurs d'Internet, rejettent cette adresse IP. Je vous donne un exemple. On va prendre l'exemple de notre très cher Algérie Télécom. Il faut savoir qu'il y a quelques années avant, Algérie Télécom a encore fait une bêtise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils attribuaient à tous les abonnés Huawei les adresses IP de la classe 10.0.0.0. Ils attribuaient ces adresses IP aux leurs abonnés. Ce qui fait que tous les internautes algériens, lorsqu'ils essayaient de se connecter à certains sites web, voire même à certains services d'Internet, on leur donne, vous avez le message Access Denied. Et pourquoi, quand vous allez vers le détail, on vous dit cette adresse n'est pas autorisée à se connecter à ce service, entre parenthèses, adresse privée.
Il faut savoir que généralement, par mesure de sécurité, beaucoup de serveurs sur Internet, lorsqu'il y a une adresse privée, essayent de se connecter à eux, ils rejettent la connexion. Pourquoi? Parce qu'ils partent du principe que si on nous donne une adresse privée, c'est que soit c'est une tentative de piratage, soit c'est une attaque informatique, soit qu'il y a un problème quelque part sur le réseau. Parce qu'une adresse privée n'est pas censée se trouver sur le réseau public. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a créé cette adresse privée? Tout simplement pour faire le distinguo entre un LAN et un WAN. Donc, on a créé des adresses privées en disant aux gens, voilà des plages d'adresses IP privées que vous pouvez utiliser en interne. Et ces adresses IP privées ne doivent pas sortir sur Internet. Là, ça nous permettra de savoir est-ce qu'un réseau est mal protégé, est-ce qu'un réseau... Alors ça, c'était l'idée de départ. C'est pour cela que beaucoup de serveurs, dès qu'ils voient une adresse IP privée sur le réseau public, ils rejettent ce type de connexion. Alors, les plages d'adresses IP privées sont les suivantes. Maintenant, quelle est la portée de chaque plage? Alors, pour la première, vous pouvez aller de 10.0.0 jusqu'à 10. Pour la seconde, vous pouvez aller du 172.16.0 jusqu'au 172.165. Et pour la troisième, vous pouvez aller du 192 au 168. Voilà un peu la portée des trois classes d'adresses IP privées. En dehors de ces plages d'adresses, toute autre adresse est considérée comme une adresse IP publique. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est quoi une adresse IP privée, une adresse IP publique? Il faut savoir maintenant que sur votre serveur, vous pouvez configurer vos adresses IP, comme on l'avait vu la dernière fois, en définissant l'adresse IP, le masque, la passerelle, le serveur DNS, etc. Maintenant, pour le faire, on peut le faire soit par interface graphique, soit par option de code. Nous avons aussi la possibilité de configurer une adresse IP privée, pardon, une adresse IP, soit de manière statique. Donc, vous introduisez vous-même votre adresse IP, soit via un serveur DHCP. Alors, c'est quoi un serveur DHCP? Alors, c'est un fournisseur d'adresse IP, effectivement. C'est pour Dynamic Host Control Protocol. Alors, il fait quoi le DHCP? Au lieu d'attribuer vous-même vos adresses IP de manière statique, c'est lui qui va s'occuper, tout simplement, d'attribuer les adresses aux différentes machines qui se trouvent sur votre réseau afin de mieux gérer les ressources et surtout d'optimiser cette gestion et d'éviter les différents conflits qu'il peut y avoir sur votre machine. Alors, généralement, lorsqu'on a un conflit, on a un problème sur le réseau, imaginez que vous avez deux machines qui n'arrivent pas à communiquer entre elles. Quelle est la première chose que vous allez faire? Vérifier l'adresse IP تاعهم في زوج. D'accord. Le masque. Ensuite, Le masque. Ensuite, ça peut te causer alors, à cause de l'antivirus qui bloque avec le firewall, ensuite, le câble Ethernet. avant d'arriver au cas, la première chose qu'on fait généralement, c'est de faire un ping.
C'est le premier réflexe qu'a un informaticien. Il a un problème de communication, il ping. Pourquoi est-ce qu'il va pinguer? Alors, il faut savoir que le ping est un outil qui vérifie la connectivité au niveau IP. Donc, comment il va faire? Il va envoyer ce qu'on appelle des messages, des demandes écho ICMP à la réponse en attendant de recevoir ce qu'on appelle les réponses écho correspondantes. Donc, lui, il envoie un request écho ICMP pour recevoir le écho ICMP. Donc, si j'arrive à avoir mon ping, si mon ping marche, on sait que la liaison est opérationnelle, que le problème se trouve au niveau des couches supérieures. Donc, c'est soit au niveau applicatif, soit au niveau des ports. Donc là, il va falloir diagnostiquer le problème à un autre niveau. Maintenant, imaginons que le ping ne marche pas. Je ping une machine, je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Vérifier le câble s'il est bien branché. Avant de vérifier le cas, Les adresses IP ou le masque. avant de vérifier tout ça. Généralement, la première des choses qu'on fait, c'est d'essayer de pinguer l'adresse de la cible. Si le ping échoue, il y a autre chose qu'on va pinguer. Qu'est-ce qu'on pingera en deuxième étape? Alors, effectivement, on ping l'adresse de bouclage. C'est quoi une adresse de bouclage? Alors, il faut savoir qu'il y a une grande différence entre faire ça et faire ça. Monsieur l'adresse de bouclage, il y a l'adresse de diffusion. Non, l'adresse de bouclage, je vous l'ai affichée à l'écran. C'est le 127.0.0.1. L'adresse de diffusion, c'est quand vous saturez le masque pour envoyer à tout le monde. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux commandes? Il faut savoir que le ping du 127.0.0.1 a pour objectif de vérifier l'état de ma carte réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on vérifie est-ce que le bit, j'arrive à le poser sur le support ou non. Imaginez si je fasse un ping 127.0.0.1 et que je n'ai pas de réponse. Je dis échec du ping. Là que je comprends que le problème, il est sur ma machine. Ce n'est pas la peine que j'aille explorer ni le câble, ni la gateway, ni autre chose. Ça veut dire que j'ai un problème sur ma machine. Le problème peut être de deux natures. Soit c'est un problème logiciel, donc une mauvaise configuration de la IP, bien une erreur au niveau de mon système, bien carrément un virus qui m'a attaqué, bien un problème de sécurité, ou bien carrément un problème physique au niveau de ma carte de réseau. Maintenant, si mon ping fonctionne, ça veut dire tout simplement que ma machine arrive à poser le bit sur le support. Ça veut dire que l'information arrive à quitter ma machine. Donc là, j'écarte la probabilité que le problème se trouve au niveau de ma machine. À ce niveau-là, je peux aller à un niveau supérieur. Comme l'a dit tout à l'heure votre camarade, je peux faire un ping, un gateway. Pinguer la gateway, ça veut dire quoi? La gateway, c'est le, si vous voulez, le point d'accès le plus proche vers l'extérieur. Avant de tester le routeur, est-ce que déjà j'arrive à pinguer ma gateway? N'oubliez pas, on est dans le cas d'un réseau de manière générale. Je n'ai pas forcément un routeur. Imaginez que je suis dans une entreprise. Le routeur va être en bout de fil. Imaginez-moi ce que j'essaie de pinguer, c'est une machine qui se trouve sur mon réseau d'entreprise, mais pas sur le même réseau que le mien. Donc je passe par une gateway. Si j'arrive à pinguer la gateway, demi-man. Donc le problème peut être de l'autre côté. Maintenant, si je n'arrive pas à pinguer ma gateway ou bien mon routeur, appelez-le comme vous voulez si vous êtes chez vous à la maison. Donc là, je commence à diagnostiquer. Est-ce que c'est un problème de câble, de support de transmission? Là, je dois vérifier mon support de transmission. Si ce n'est pas mon support de transmission, est-ce que c'est un problème au niveau de la gateway en elle-même?
Donc, je dois aller contrôler ma gateway. Ma gateway peut être un switch administrable, peut être un routeur. Donc, ça peut être n'importe quel type d'équipement. Maintenant, dans le cas où je peux pinguer ma gateway, donc, le problème il est ailleurs, mais à quel niveau? Donc, il me va me falloir une commande qui me dit, oui, bon, testez le routeur, vous pouvez tester votre routeur, il n'y a pas de souci. Mais une fois que vous avez pingé votre gateway, donc tout dépend. Si le ping de la gateway ne fonctionne pas, donc là, c'est qu'il y a un problème entre vous et le routeur. S'il fonctionne, donc le problème il est au-delà du routeur. Maintenant, pour savoir où se situe exactement le problème, il va falloir que j'utilise une commande qui me permet de suivre mon paquet pour voir par où il passe et à quel niveau il se bloque. À votre avis, c'est quoi cette commande que je peux utiliser? Effectivement, c'est la commande trace route. Alors, c'est la commande trace. Alors, pour trace route, vous faites, bon, si vous avez une adresse IP, vous le faites. Si vous avez un site web, vous le faites. Bon, je vais le faire avec tout simplement comment est-ce qu'elle fonctionne. Elle va essayer de traverser. Alors, à mon niveau, ma gateway est là. Donc, elle me donne l'adresse IP de chaque équipement réseau par lequel elle va passer, jusqu'à atteindre la cible. Imaginez maintenant que je fasse mon trace-route dans mon réseau d'entreprise. Ben, je vais essayer de le faire chez moi. Une seconde. Donne-moi 2 secondes. Je vois uniquement ce que j'ai comme équipement sur mon voisinage réseau. Hmm. Si je fais par exemple mon trace-route, je ne sais pas si j'ai quelque chose de branché. Bon, il n'a même pas besoin de passer par le temps. Alors, vous remarquez, là, quand je viens de pinguer un téléphone chez moi, il ne passe même pas par ma gateway. Pourquoi, à votre avis? Alors, qui peut me dire pourquoi est-ce qu'il ne passe pas par la gateway?
Je viens de pinguer un autre équipement, c'est la même chose. J'attends une réponse de votre part. D'accord. Alors, la première réponse me dit tout simplement, alors, je vais vous réponse. LAN. Oui, même si j'ai un LAN, dans un LAN, je peux passer par ma gateway. Rien ne m'empêche. Ah, gateway bon. Alors, effectivement, l'équipement se trouve sur le même réseau local de la machine. Et la machine dispose de ses ARP tables. Donc, elle est sur le même réseau local. Donc, elle n'a même pas besoin de passer par on appelle ça. Elle n'a même pas besoin de passer par la gateway parce qu'elle connaît l'adresse IP. Par contre, si vous remarquerez à ce niveau-là, quand j'ai essayé de me connecter vers Google, là, elle passe par ma gateway. Ensuite, elle doit passer par différents équipements pour atteindre ma cible. Maintenant, imaginons que au niveau de l'étape 4, j'ai un blocage à ce niveau-là. Et que ce soit mon propre réseau. Donc, un réseau d'entreprise qui est composé de plusieurs sous-réseaux, d'accord? Donc, de plusieurs réseaux, donc plusieurs routeurs. Et je trouve, au niveau du point 4, j'ai un blocage. C'est à ce niveau-là que ma requête se bloque et que le message ne passe plus. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux conclure? Pas forcément la liaison juste avant. Alors, il faut savoir que dans certains cas de figure, le- certains équipements par mesure de sécurité sont programmés pour ne pas répondre. Généralement, ne pas répondre veut dire quoi? Veut dire qu'il va vous retourner des étoiles. Voilà, comme vient de le dire votre camarade, ça veut dire que l'équipement bloque le ping. Et même si l'équipement bloque le ping, normalement, il laisse passer le message vers l'équipement suivant. Parce que des fois, quand vous faites un traceroute sur certains sites, vous allez remarquer que vous allez avoir des réponses, on fait des étoiles, ensuite d'autres réponses. C'est-à-dire qu'il laisse passer le paquet et ne répond pas. Maintenant, si c'est un blocage, il vous donne le message échec. Ça veut dire soit la politique de sécurité de votre équipement pose problème, soit le paquet a été bloqué par l'équipement, soit l'équipement a été défaillant. Donc, il faut aller vers le point de défaillance et essayer de diagnostiquer le problème et lancer ce qu'on appelle une procédure de dépannage. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail de cette procédure de dépannage parce qu'elle dépend de l'équipement en lui-même. Alors, de la même manière que nous avons vu trace route, nous avons une autre commande qui s'appelle le path ping. Est-ce que vous avez déjà rencontré cette commande? Alors, path ping, vous allez le trouver sur votre Windows. Attends. Alors, c'est une commande qui fait exactement la même chose que trace route en quelque sorte. Voilà. Seulement, Pathping va fournir des statistiques plus détaillées sur les étapes individuelles ou les sauts à travers le réseau. Pourquoi? Parce qu'à chaque étape, elle va envoyer 100 paquets pour chaque routeur, ce qui lui permet d'établir certaines tendances. Par exemple, si je fais Pathping,
Donc là, je n'ai pas précisé le nombre de requêtes par saut. Bon, j'aurais pu préciser en mettant, par exemple, voilà, elle attend la réponse de chaque routeur. Alors, nous avons un autre outil aussi qu'on peut utiliser. On va la laisser travailler, on ne va pas perdre notre temps à attendre. Nous avons un autre outil qui s'appelle route, tout simplement. Est-ce que vous avez déjà compris cet outil? C'est un outil qui va vous permettre de modifier et d'afficher votre table de routage locale. Alors, vous voyez, quand elle termine, elle fait ce qu'on appelle un traitement statistique. Donc, on va attendre qu'elle termine son traitement pour voir rapidement la commande de route. Voilà. Alors, vous voyez, donc elle vous affiche le nombre à partir de la source de paquets perdus, paquets envoyés, etc. Taux de réussite. Donc, là, vous remarquez qu'elle nous fournit beaucoup plus d'informations que ce que fournissait Traceroute. Vous avez la commande route. Bon, attendez, je supprime ce que j'avais avant. Voilà. Alors, la commande route, elle permet de faire quoi? C'est une commande, comme je vous l'ai dit, qui permet de gérer les tables de routage. Alors, si je mets par exemple route-F, j'efface mes tables de routage. Si je mets "P", c'est pour établir un nouvel itinéraire. "4" pour forcer IP4, "6" pour IP6. Nous avons des commandes qu'on peut utiliser, par exemple print pour imprimer l'itinéraire, add pour ajouter, delete, change, etc. Ensuite, on lui donne la destination, le mast, etc. Donc, si on peut même rajouter des métriques, par exemple, alors on va faire uniquement une route print. Et là, j'affiche ma table de routage. Ah, vous avez déjà vu la commande route. Parfait. Vous avez une autre commande qui est la commande telnet. Telnet qui me permet tout simplement d'établir une, comment on appelle ça? Une liaison FTP avec une machine distante. Alors, vous donnez tout simplement l'adresse IP de la machine avec le numéro de port. Bon, vous avez la commande netstate, apparemment vous l'avez fait. Vous avez aussi ce qu'on appelle le moniteur de ressources qui nous permet d'afficher toutes les ressources que nous avons au niveau de la machine et les outils de diagnostic réseau que nous allons voir tout à l'heure pendant le titre. Bon, pour le cours, on va s'arrêter là pour le moment. Bon, je vous donne 10 minutes de pause. Ensuite, on va reprendre notre TP. Donc, on se voit à 11h10.